Bon, eh bien, écoutez, en tout cas, ça fait plaisir de vous revoir tous, malgré on voit que des petits bouts de yeux, mais c'est déjà bien. Donc, l'atelier d'aujourd'hui, c'est sur passer d'expert de son métier à premier vendeur conseil de son entreprise. Donc, j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que c'est un thème qui vous parle. Donc, je voudrais qu'on commence par un petit échange pour s'échauffer là sur en quoi ça vous parle. En fait, les questions que sur lesquelles je voudrais avoir vos avis, c'est en quoi ça vous parle, quelle différence faites-vous entre les deux postures, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas si simple de passer de l'un à l'autre, et puis pourquoi c'est quand même important de le faire. Voilà, donc c'est un petit peu les 4 thématiques que je voudrais aborder avec vous pour commencer, avant de se dire comment on fait, c'est de savoir pourquoi on le fait. Et qu'est-ce que ça change en termes de posture. Donc voilà, je repose les questions. En quoi ça vous parle? Quelle différence faites-vous? Alors on va commencer par en quoi ça vous parle et quelle différence faites-vous entre les deux? Allez, commençons par ça. Moi par exemple, j'ai remarqué au cours de ma carrière que quand je prenais l'étiquette d'expert de mon métier, je ne pensais pas assez à l'argent, c'est-à-dire je pensais à me mettre en valeur, voilà, faites ci, faites ça, et pas en fait de l'argent, alors que la deuxième phrase, vendeur conseil, je bien sûr me mettais en valeur aussi à travers mon savoir, mais je pensais à rentrer de l'argent. C'est-à-dire, comme disait un de mes ex-patrons, tout le temps dépensé sans compter doit être compté. Donc en fait, la différence, c'est quand tu parles de rentrer de l'argent, c'est de développer ton business et de faire du chiffre d'affaires, quoi. À travers mon savoir-faire. À travers ton savoir-faire. Plutôt que de rester, comme je suis quand même, un passionné de technique et oui. pas du tout penser à l'argent. Ok, d'accord, ouais, super. Et du coup, c'est quoi les freins pour passer de l'un à l'autre? J'en profite. Un peu de frustration quand même, parce que j'aime la technique, j'aime l'argent aussi, mais je passe plus de temps à penser à rentrer de l'argent pour payer mes salariés et moi-même, que de me faire plaisir à exercer mon métier. Ah d'accord, donc toi, c'est un peu des postures qui te semblent un peu opposées à cet instant. Ouais. Ok. Un peu de frustration. Donc ça génère de la frustration. Parce que tu aimerais mieux pouvoir exprimer ton côté expert et tu es obligé de le mettre un peu en sourdine par rapport à... Ok, je comprends, j'entends. Oui, il y a quelqu'un qui voulait intervenir. Oui, c'était pour rebondir dessus. Moi, le véritable enjeu, ça a été d'arriver à se dire, je peux vendre quelque chose que j'aime faire. Oui. C'est vraiment des choses que je faisais assez spontanément, mais j'en faisais pas mon métier. Du coup, quand c'est devenu mon métier, j'ai eu un peu le syndrome de l'imposteur de me dire, je vais gagner de l'argent alors que j'adore ce que je fais. Et du coup, il a fallu apprendre vraiment à le vendre. Et c'est pour ça que ton atelier me parle. Ouais. Et quelle différence tu fais entre les deux alors? Entre quoi et quoi? Entre vendre et faire ce que tu aimes faire. Qu'est-ce que ça change? Quelle différence je fais entre les deux? C'est surtout... C'est une bonne question. C'est pour ça qu'on est là, pour se poser des bonnes questions. Ouais. Hein. C'est arriver à transformer l'utilité de ce que j'ai à vendre, pas juste parce que c'est super, parce que j'y crois, c'est arriver vraiment à le transformer par rapport aux besoins de mon client. Voilà. Besoin, comment je fais, moi, avec mon expertise, pour y répondre. C'est-à-dire, on fait le lien avec l'autre, en fait, d'une certaine manière. Oui, ça change beaucoup de choses. En quoi ça parle à l'autre. Ok. D'accord. D'autres interventions sur ce thème? Juste par rapport à ça, donc effectivement, je pense que la posture d'expert, c'est très auto-centré sur nous, notre connaissance technique de notre environnement, etc. Alors que la posture de vendeur nous permet de faire le lien avec le client en plus et c'est ça. Je pense qu'il y a aussi une notion de mettre en avant justement les bénéfices de notre solution et de convaincre en quelque part le client que ce qu'on aura décidé est adapté à ses besoins. Et c'est vraiment mettre ça en avant en fait. Qui me permettra de faire Ouais. Ok. Et toi, tu identifies quoi comme frein, comme difficulté? Alors moi, je ne vois pas forcément de frein, mais moi, toi, tu es à l'aise? Je n'ai pas aucun frein par rapport à ça, par contre, je pars du principe qu'on peut toujours faire mieux, c'est vraiment ça qui m'intéresse en fait. Ok.
Ok. Ouais, Nathalie. Moi, quand je vois ces deux phrases, en fait, la première me fait penser à moi et la deuxième à vous. Ouais. Et c'est une grosse différence. La première, tu parles de toi, ta passion, etc. Et la deuxième, c'est vous avez un besoin, est-ce que je peux vous aider voilà. Ok. Moi, ça me fait penser à ça, de passer de Ouais. moi à vous. Ben oui, c'est effectivement ça le sujet. Et du coup, toi, c'est quelque chose, c'est une posture, c'est une modification qui est difficile à adopter pour toi. Alors, moi, C'est quoi je les suis, freins une passionnée, donc, enfin, je ne parle pas de moi, mais je suis passionnée de mon métier. Alors, évidemment, et puis d'un pays, du soleil, de la crête, etc. Donc, je m'emballe très rapidement sur ce domaine. Mais du coup, après, à travers ça, on peut quand même passer, je pense, au vous, sans que ça soit direct. Parce que faire aussi rêver d'un pays, d'un commerce éthique, ça peut aussi renvoyer à l'autre une envie d'avoir ce besoin. Mhm. D'accord. Donc l'objectif, c'est de donner à l'autre envie de ce besoin. Ok, ça c'est intéressant. On verra comment on fait. Ouais, si on donner envie. Ok. D'autres. Ouais. Moi, je trouve que par rapport à ces deux phrases, il y a un peu le savoir-faire et le faire savoir, quoi. Dans le sens où quand on est expert, on sait des choses, mais il faut faire savoir qu'on sait faire pour pouvoir présenter, le proposer et s'adapter au client et mettre en face justement ce savoir-faire pour améliorer le quotidien du client où il va porter véritablement ce dont il a besoin Ouais. pour qu'il puisse progresser. Donc, si j'entends ce que tu dis, il y a une notion de communication qui vient se rajouter par-dessus la notion d'expertise. Ah bah si on ne fait pas savoir qu'on est bon, on a du mal à, ça a du mal à savoir. Savoir-faire et faire savoir. La question, c'est de savoir comment on le fait. Le vecteur, voilà, où mettre le curseur ou comment arriver à faire savoir qu'on est expert de son métier et que justement on a des solutions permettant de pouvoir faire avancer le boulot. Voilà, parce que souvent, effectivement, il y a cette espèce d'opposition qu'on ressent entre les deux. Et du coup, l'idée, c'est effectivement de dépasser cette opposition. OK ? D'autres réactions ? Ouais. Pour moi, les deux sont presque indissociables. C'est-à-dire, on ne peut pas être premier vendeur si on n'est pas expert de son métier. Je trouve qu'il y a enfin, pour moi, les deux vont ensemble. J'ai du mal à comprendre comment on peut être expert de son métier sans être... alors, premier vendeur, c'est peut-être le premier qui change dans la phrase, mais sans être vendeur conseil de son métier ou de son entreprise. Ah, OK. J'ai du mal à dissocier les deux. Moi. Ouais, OK. Pour moi, les deux vont ensemble. Après, la seule différence, c'est par rapport à l'entreprise dans laquelle on travaille, où on est très bon, où on est moyen, où après, notre métier, on s'en blase, même si on est passionné, parce qu'on n'a pas l'entreprise. Et très bon moyen par rapport à quoi ? Pardon ? Tu dis on est très bon ou on est moyen par rapport à quoi ? À l'entreprise dans laquelle on est. Enfin, je veux dire, je vais parler de mon expérience. En tant que commercial, j'ai eu deux patrons différents dans le même métier que je fais actuellement, commercial en imprimerie Aéropro. Et ben les deux patrons sont complètement différents. Et je veux dire, j'ai évolué avec leurs différences. Ouais. C'est-à-dire que je m'éclate super maintenant parce que j'ai un nouveau patron qui est dynamique et plus jeune, etc. Et qu'avant, j'avais l'impression de végéter un peu, alors que maintenant, j'ai l'impression... Alors que l'expertise fondamentalement est la même ? Tu pourrais dire ça ? Après, j'ai aussi acquis de l'expérience, évidemment. Au début, on est novice. Enfin, j'étais novice, surtout que je n'ai pas fait d'école pour être commercial, etc. J'ai tout appris sur le tas. Mais je trouve que c'est plus l'entreprise qui fait ce qu'on est dans dans vendeur conseil, quoi. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne. Ah bah, en tout cas, moi, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que à partir d'une même expertise, on peut avoir des postures différentes et qui sont des postures, effectivement, avec lesquelles on est plus ou moins à l'aise et qui sont plus ou moins efficaces et qui vont apporter plus ou moins de résultats. Voilà, exactement. Ouais, c'est exactement ce que je veux dire. Formidable. OK. Autre chose ? Alors, je rejoins un petit peu ce que tu as dit, effectivement. Pour moi, les deux aspects sont indissociables. Pour moi, la première partie reste plutôt de l'expertise de l'audit, la connaissance des besoins du client.
Et puis, dans le milieu des travaux, par exemple, c'est tout ce qui est connaissance effectivement technique et l'environnement légal. Est-ce qu'on a besoin d'un permis de construire, d'une demande préalable pour bien cerner ce qu'on a besoin. Et le vendeur va arriver plutôt sur tout ce qui est aspect commercial avec l'argumentation et puis la solution prédisposée à ce qu'on a pu peut-être expertiser et au départ. Alors, là, j'entends déjà depuis 2-3 fois, c'est en fait, le commercial, c'est quand on commence à argumenter le produit, c'est ça? Pour moi, le vendeur, il est là, même si le vendeur a un éventail très important de connaissances de son client, par effectivement la découverte des besoins, etc., tout ce qui est déroulement en fait, d'une démarche commerciale. Mais c'est vrai que l'expertise reste pour moi la partie vraiment technique de la chose avec l'audit au départ. Et encore une fois, indissociable des deux. C'est-à-dire que la partie technique, on en reparlera un peu plus, mais c'est effectivement, c'est un peu, entre guillemets, le produit, c'est ça qu'on vend. Donc en effet, on a besoin de... Ah, salut Harold, ça va? Viens te joindre à nous. Bonjour, je n'ai pas salué, je ne connais pas ton prénom. Ah, Christelle, je ne t'avais pas reconnue avec le masque. Oh là, mais c'est terrible ces masques. C'est redoutable, redoutable. Bon. Alors moi, je serais venu Ouais. simplement sur le titre premier vendeur conseil de mon entreprise, parce que finalement, j'ai des domaines d'expertise qui marchent dans ma société, qui me rapportent 10, mais j'ai des domaines où je ne connais rien du tout et qui me rapportent 10 aussi. Pourquoi? Parce que j'ai su m'entourer. Et les 2-3 premières phrases que je dis donnent confiance. Genre, en gros, je dis, je vais vous confier à une personne qui connaît bien, et je lâche l'affaire. Intéressant, parce que donc, on voit qu'il peut y avoir une dichotomie entre les deux. Et bien souvent, quand on gravite dans le milieu du commercial, c'est pas forcément... Alors c'est vrai que la connaissance de l'offre, c'est forcément un atout. Des fois, ça peut se transformer en petit inconvénient, on va voir pourquoi. Et quelquefois, c'est pas forcément la personne qui maîtrise le mieux l'offre qui va être celui qui va mieux la vendre. Donc, en effet, pour rebondir sur ce que tu dis. Ouais. OK. Donc, je présente Harold, que vous ne connaissez pas encore, qui est une personne que j'accompagne en ce moment, et puis qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui pour discuter un petit peu et témoigner sur l'accompagnement qu'on est en train de faire ensemble, même si ici, il y a aussi des gens que j'ai déjà accompagnés, donc qui pourront aussi apporter leur témoignage le moment venu. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez rajouter par rapport à ce sujet-là, cette thématique sur cet instant, où on poursuit et puis on va continuer l'échange? Donc en effet, je vous propose d'investiguer le sujet. Attends, je vais juste mettre mon téléphone parce que je me rends compte que je ne l'ai pas mis sur silencieux, ce qui n'est pas bien du tout. D'investiguer le sujet sous ces 3 étapes-là. Donc la première, de se poser la question sur est-ce qu'il faut opposer les deux ou est-ce qu'il faut les deux ensemble? Est-ce que c'est et, est-ce que c'est ou? Et puis qu'est-ce que ça change en termes de posture et pourquoi c'est pas si évident que ça? Pourquoi on peut ressentir que c'est quelque chose de contraire, que c'est deux notions opposées, et si on doit les faire se joindre, comment on fait, quelles évolutions on a besoin de mettre en place? Et puis après, le deuxième point, c'est de se dire, en fait, effectivement, la vente conseil, c'est justement se mettre au service de son client et ça nécessite une communication, on en a parlé, c'est effectivement de venir rajouter le volet communication. Et puis ensuite, en troisième point, en plus du volet communication, peut-être qu'il va falloir un petit peu de technique aussi. Et donc, c'est le troisième point sur lequel je voudrais revenir avec vous ce matin. Bien évidemment, tout au long, si vous avez des questions, des interventions, des remarques, s'il vous plaît, intervenez parce que c'est ce qui fait aussi que notre échange est intéressant. Vous avez tous votre expérience, donc vous avez tous forcément des tas de choses à dire sur ces sujets-là, qui ne sont pas des nouveaux sujets. Alors, en effet, si on se focus sur qu'est-ce que ça veut dire être expert de son métier, un expert, c'est un spécialiste. Quand je suis expert de mon métier, placez-vous dans la posture d'expert que vous avez tous dans votre métier.
L'objectif de l'expert, c'est toujours d'être encore plus expert, d'augmenter son expertise. Souvent, je rencontre des coachs, ils ont déjà fait 15 formations de coach, maintenant, ils vont faire une 16e formation de coach. Oui, c'est super, mais est-ce que c'est ça qui va faire que du coup, tu vas mieux vendre ton activité? Pas sûr. Donc, en effet, quand on est en posture d'expert, l'objectif, c'est de continuer à améliorer son expertise. Et donc, d'avoir toujours l'objectif de mieux maîtriser son domaine d'activité. C'est ça qu'il veut l'expert. Je veux savoir encore plus comment ça fonctionne, je veux être capable de l'expliquer à mon client. Ça vous parle, ça? Quand on est... quand j'ai mis responsable, c'est responsable de son activité, hein, bien évidemment. Quand on est responsable de son activité, donc grosso modo, quand on passe de la posture de je suis, je sais pas moi, salarié dans une entreprise, responsable d'un secteur, directeur technique, j'essaye de trouver un métier qui n'est pas représenté, directeur technique dans une boîte, et puis je passe à mon compte, la différence, c'est que là, maintenant, c'est moi qui dois développer le business. Ça fait quand même une sacrée différence. Donc, en effet, je deviens responsable de l'activité, et ce faisant, je deviens généraliste. Comme tu disais, à un moment donné, il faut rentrer un peu la monnaie. Donc, l'objectif, à ce moment-là, c'est plus du tout le même, plus du tout. L'objectif, à ce moment-là, c'est le premier objectif, c'est développer l'activité. D'autant que si on ne développe pas l'activité, on est passionné par notre expertise, en fait, on ne va pas avoir l'occasion de l'exercer beaucoup si on n'a pas beaucoup de clients. Donc, c'est fondamental de développer son activité pour assurer la pérennité et le développement de l'entreprise. Donc, on voit bien qu'en termes d'objectifs, c'est deux postures qui sont effectivement bien différentes. Enfin, il y a des objectifs qui sont différents. Et du coup, un expert, effectivement, il va avoir une posture qui est très centrée sur son savoir-faire et il va beaucoup parler de son expertise, qu'est-ce qui la constitue, c'est-à-dire il va parler de son expérience, depuis combien de temps il a monté sa boîte, qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ce domaine-là. Donc on va vraiment être centré sur ce qu'on sait faire, sur nous. Et deuxième sujet qui se passe souvent, c'est qu'on veut toujours avoir l'offre la plus peaufinée, la plus aboutie possible. Et donc, on peut passer beaucoup de temps. Ah oui, non mais attends, je ne vais pas encore voir les clients parce qu'il faut d'abord que j'améliore mon offre. Donc ça, c'est un vrai piège d'expert, ça. Parce que c'est vrai que tant qu'on ne confronte pas l'offre au marché, on ne sait pas si ces élucubrations qu'on a dans notre tête sont celles qui correspondent vraiment aux attentes du marché. Donc ça, en termes de posture, c'est la posture expert, et la posture de responsable d'activité, c'est complètement différent, c'est vraiment, et vous l'avez signalé, hein, c'est vraiment une posture d'ouverture. C'est-à-dire que l'expert, il est centré sur lui, le responsable de son activité, il doit s'insérer dans un environnement, en réalité. Donc en effet, on a une posture qui va être ouverte sur l'environnement, et l'objectif, c'est beaucoup moins de parler de son expertise que de communiquer sur la valeur que cette expertise représente. Ce que vous avez évoqué aussi tout à l'heure. Alors bien sûr, pour faire le lien entre les deux, l'expertise fait partie de cette valeur. Mais cette valeur ne se résume pas à l'expertise. Et c'est là qu'il y a vraiment le décalage. C'est-à-dire que ce que je vends, c'est pour ça que j'entends, quand les gens disent « c'est difficile de me vendre », mais en fait, quand est-ce que vous vous vendez? Vous ne vendez pas. Vous vendez votre expertise dans un certain contexte à une certaine personne. Ce n'est pas tout à fait pareil quand même. Donc c'est pour ça souvent j'entends « ah, c'est difficile de me vendre ». Je dis « écoute, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de le faire, donc super ». Non, on n'a pas besoin on ne se vend pas. On vend notre expertise, on vend un savoir-faire, on vend des compétences qu'on met à disposition. Et donc l'expertise fait partie de la valeur, mais en réalité, s'il y a une valeur, c'est par rapport à quelqu'un qui la perçoit. Est-ce que cette notion de valeur, elle est vraiment importante? La valeur, c'est qu'est-ce que ça représente pour l'autre? Et forcément, il n'y a pas que l'expertise qui rentre en ligne de compte. Et puis, l'autre grosse différence quand on est responsable de son activité, c'est qu'effectivement, on doit se rendre compte qu'on doit introduire notre offre dans l'environnement pour
avoir du feedback, justement, à partir du moment où on est en interaction avec l'environnement, il y a besoin d'avoir du feedback. Parce que c'est ça qui va nous permettre de vraiment l'améliorer, c'est-à-dire de continuer à améliorer notre offre, non pas en se posant tout seul des questions, mais en rebondissant sur les informations qu'on obtient de l'environnement. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce qu'il y a des exemples qui vous viennent en tête? Moi j'adhère bien à ça parce qu'on s'aperçoit que pour une affaire, dès qu'il y a une interaction, on a plus de chances que les autres parce que la personne nous reçoit, on la reçoit, on invite au restaurant en ce moment. Ça crée du lien, on prend des infos sur les autres concurrents. Donc j'adhère complètement à ce que tu dis. Donc, ce que tu dis, c'est que le fait d'interagir avec le prospect augmente nos chances d'aboutir. Voilà, et puis, comme vous dites, ne pas rester dans son coin avec son truc qu'on croit miraculeux et parfait, alors que les autres avancent et on arrive à la fin et on est complètement peut-être la fin. C'est vraiment une grosse difficulté, ça. Merci de le souligner, parce que c'est vraiment, moi, je constate ça beaucoup chez les gens qui sont indépendants, qui se mettent à leur compte. C'est vraiment, on veut améliorer, on veut avoir l'offre parfaite. Alors, la bonne nouvelle, enfin, l'offre parfaite n'existe pas. L'offre parfaite n'existe pas. Une offre, par définition, une offre, elle doit évoluer tout le temps, parce que les gens évoluent, les contextes évoluent, les concurrents évoluent, tout évolue, surtout aujourd'hui. Donc l'offre parfaite, si elle est parfaite un jour, demain, ça ne sera plus parfaite. Donc ce n'est pas la peine de se focaliser en disant « Ah non, non, moi il me faut l'offre parfaite. » Ok, vas-y, va sur le terrain et puis tu vas voir ce qui se passe, quoi. Ok, d'autres réactions, d'autres témoignages, d'autres éléments? C'est bon? Ok, alors on continue. Donc, une fois qu'on a parlé des postures, c'est bien de parler des freins quand même. Parce que les freins, ils sont souvent liés aux croyances sur ce que c'est que ce métier de commercial. Et ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure. Souvent, le commercial, bon, c'est quelqu'un qui s'est baratiné. Un peu cette croyance quand même en France, non? Hein? C'est le baratineur, hein, celui qui parle le mieux. Hein. Dans les films, d'ailleurs, quand on vous montre des commerciaux, ils sont tous ces gros baratineurs qui vous racontent que des histoires. Après, l'autre grosse croyance, c'est que le bon vendeur, c'est celui qui argumente. Et on a tous en tête cette histoire du mec dans les foires, donc dans le temps où les foires aussi pouvaient se tenir, qui parle. Et on se dit, bah ouais, putain, lui, c'est vraiment un commercial de dingue, quoi. Oui, sauf que, et c'est vrai, quand vous écoutez les arguments de ces gens-là, c'est assez bien fichu. Sauf que la grosse différence, c'est quoi? C'est que ces gens-là ne savent pas à qui ils parlent. C'est-à-dire qu'ils sont dans un environnement où le but, c'est de choper les gens, ils ne savent pas qui ils vont choper, ils ne savent pas qui a besoin, qui n'a pas besoin. Donc, en fait, c'est une question de nombre. Donc, leur discours a vocation à attraper des gens sur des mots-clés qui vont capter l'attention et puis arriver effectivement à vendre leurs produits parce que ils ont capté l'attention. Mais quand on est en B2B, quand on est en train de vendre notre offre, comme ce qui est votre cas, ou B2C, hein, mais comme ce qui est votre cas à tous, le contexte n'est pas du tout le même. Le contexte n'est pas de haranguer et puis au petit bonheur la chance de voir ce qu'on va pouvoir récupérer. Donc c'est là qu'on voit que cette notion d'argumentation, elle n'est pas du tout, comment on peut dire, elle n'est pas du tout identique selon le contexte dans lequel on se situe. Et dans tous les cas, quand on est en train de vendre une offre qui est censée s'adapter à notre prospect, si on commence par argumenter, on a un peu tout faux, quoi. Vous en pensez quoi? Et pourtant, c'est tellement bien de sortir la plaquette. C'est tellement bien de sortir le PowerPoint. Ça rassure. Et en plus de ça, en ce moment, on fait de la visio. Et la visio, ça augmente. Combien d'entre vous font des rendez-vous commerciaux en visio? Ouais, pas mal. Pas mal. Qu'est-ce que ça a changé? Il n'y a plus de contact. Il n'y a plus de contact. Si, comme il y a de la proximité, parce Bah que oui, maintenant, non, il y a une quand même certaine chez les gens, proximité, c'est mieux t'arrives que à le voir téléphone. leur intérieur. Mais, je veux dire, j'ai connu plus à l'ancienne, hein, donc je vois les gens. On va dire un peu me toucher, Je mais sais que ça coûte beaucoup moins cher. Mais décidément, toi, tu nous parles que de sous. J'ai exposé sur un salon virtuel de jours. J'ai fait 15 rendez-vous dans la journée sans déplacer. Ah ben c'est sûr. Bien sûr, il en faut du contact. Ça fait gagner beaucoup de temps. Ouais, ça fait gagner beaucoup de temps.
Ok, ouais. Donc il y a des avantages, il y a des inconvénients. En fait, j'ai l'impression que sur les rendez-vous par visioconférence, le fait de maîtriser la technique commerciale est beaucoup plus important parce que du coup on a moins cette proximité humaine, où on arrive moins à capter les émotions ou les interactions qu'on ne voit pas forcément derrière un écran, mais qu'on voit quand on a la personne en face de soi. Et j'ai le sentiment en tout cas que sur les rendez-vous par visio, il y a peut-être moins de fioritures. On va vraiment à l'essentiel. Et en tout cas, le prospect dire ok, dites-moi, expliquez-moi, moi j'ai besoin de ça. Il y a moins de dérobage en fait. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Totalement d'accord avec ça, c'est qu'on est finalement, on n'a pas besoin d'artifice de la caisse de la préparation. Finalement, j'ai l'impression qu'on est plus à l'écoute du problème réel. Il y a moins de cette notion vendeur-acheteur, il y a plus la notion de quelqu'un qui a un besoin et quelqu'un qui peut répondre à son besoin. Tu parles en visio? Je parle de la vision. Ah ouais. En fait, c'est plus à l'aise et on a moins de fioriture aussi. Moins de fioritures. Moi, j'entends moins de fioritures. Moi, ça m'interpelle ce mot moins de fioritures. Ça veut dire quoi exactement, moins de fioritures? Elles peuvent être nécessaires, ces fioritures, pour la relation aussi. Les fioritures ne sont-elles pas l'essence de la relation? Ne nourrissent-elles pas la relation? Non? Non, c'est vrai. C'est vraiment un exercice différent par rapport Oui. au physique. Par exemple, physique, on va faire très attention à sa manière de s'habiller, les chaussures qu'on va mettre parce qu'on va les voir. En visio, on ne les voit pas. Exactement. Posture. Ouais. Laurence? Moi, je trouve surtout que c'est un rendez-vous plus rapide parce qu'on n'aime pas les blancs dans la conversation. Et par écran, interposé, le blanc est très gênant. Donc c'est un rendez-vous commercial qui va droit au but et qui est beaucoup plus rapide, effectivement, que dans la vie présentielle. Et puis je pense aussi que dans l'agenda du prospect, quand ils sont en télétravail, leur journée est rythmée par les visioconférences. Et donc nous, on est une visioconférence parmi d'autres qui vient s'intercaler dans la journée. D'où, à mon avis, la volonté de vouloir aller vite, ou en tout cas de tenir le délai. Parce qu'en plus, le délai il est vraiment fixé dans l'agenda par visioconférence. Et il y a de grandes chances qu'après, il y en ait une autre qui enchaîne. En tout cas, c'est souvent mon cas. Et dans un rendez-vous physique, le rendez-vous, il est timé aussi. C'est vrai, mais je pense que quand les prospects prennent des rendez-vous physiques, ils prennent peut-être plus de marge sur la suite. Alors que là... c'est ça ton impression, ok. Ouais, vraiment. Et du coup, en termes de résultats, en termes d'impact, en termes d'efficacité de ces rendez-vous en visio, vous constatez quoi? Je pense qu'ils sont quand même moins efficaces. On peut en faire plus, mais ils sont moins efficaces. Ben, ça ne serait pas très très étonnant que parce qu'on les fait plus courts, parce qu'on a moins de relationnel, parce qu'on va plus droit au but, ben, on soit un petit peu moins efficace. Y aurait-il un lien entre ça, entre ces éléments? Ça nous ramène sur l'importance, effectivement, du contenu de la communication. Donc, en effet, souvent, effectivement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les rendez-vous en visio, on a tendance à les faire plus courts, on a tendance à, effectivement, appauvrir la relation et, de fait, à avoir moins d'impact. En réalité, on peut faire des rendez-vous en visio qui sont tout aussi longs, tout aussi nourris, mais par contre, ça nécessite d'être extrêmement ajusté sur sa technique de communication et de vente. Parce que, en effet, très juste remarque sur le silence, on déteste tous le silence. Alors un silence en présentiel, il est quand même habité de qui on est, de l'énergie qui se dégage d'une personne à l'autre. Un silence en visio, c'est vrai qu'il est plus dépouillé, on va dire ça comme ça. Donc on va avoir tendance, effectivement, peut-être encore plus avoir des difficultés à introduire des silences. Alors que le silence est une arme merveilleuse au service du commercial. N'est-ce pas, ma chère Odile? N'est-ce pas, mon cher Jean-Sébastien? Ok, donc effectivement, on a des freins. Mais ces freins, ce qui est important de se rendre compte, c'est que ce sont des freins qui sont très liés à notre culture. Les anglo-saxons n'ont pas du tout ces croyances-là. Hein. Les anglo-saxons, ils ont beaucoup moins de difficultés avec la notion de commercial et de vendeur que nous. Donc, en fait, la question, c'est comment
comment mieux argumenter, et surtout, ce qui est important, c'est de se rendre compte que l'enjeu, c'est la pérennité des boîtes, quoi. C'est la réussite du projet. Et ça, je trouve que c'est quand même important de prendre un petit recul avec ça. Parce que je vois souvent des gens qui me disent oui, non, mais c'est bon, je fais comme ça, j'arrive à vendre. Ah oui, bien sûr, on arrive à vendre. Hein, parce qu'à partir du moment où on a une offre qui correspond plus ou moins à un marché, sur le paquet, on va vendre. C'est comme le mec de foire, il y a un moment donné où s'il a un produit qui correspond à peu près à un besoin, il va vendre. Hein. Donc mais le problème, ce n'est pas de vendre. Parce que ça ne nous amène pas forcément. Si ça suffit pour faire notre chiffre d'affaires, top. Souvent, ce n'est pas le cas. Donc souvent, ce qu'il faut, c'est que on a besoin d'aller chercher au-delà des ventes un peu faciles, un peu de la demande entrante, et d'élargir notre cible, en fait. C'est là où ça se corse un peu, parce que c'est ça qui fait que notre activité, elle peut se développer. Souvent, moi, les gens viennent me voir, justement, quand ils se rendent compte qu'après avoir, réussi à vendre dans le premier cercle de connaissances, qui est une vente qui est relativement facile, parce que justement, le relationnel est déjà là, préalablement. Donc, il y a déjà un climat de confiance. Et puis, on y va plus à l'aise, c'est plus facile. Et une fois qu'on a dépassé cette première stade de connaissance, c'est plus compliqué de passer au stade d'après, où il faut aller chercher des gens qui ne connaissent pas encore ou qui n'ont pas encore compris la valeur ajoutée qu'on peut représenter pour eux. Donc, c'est ça notre enjeu. Alors, maintenant, quand je vous dis vente conseil, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Savoir poser les bonnes questions. Savoir poser les bonnes questions, ouais. Aller à la découverte du besoin vraiment du client, quoi. Aller au bout de la découverte et pas vouloir aller trop vite dès qu'il argumente pour derrière essayer à tout prix de placer son... C'est intéressant. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que la vente conseil, ça passe forcément, ça s'appuie sur le prospect. Oui. Donc c'est complètement différent comme posture, en effet. C'est ça que tu dis? Oui, c'est ça. C'est plus on va en découvrir sur le besoin du client, et plus on pourra, nous, via notre expertise, justement, adapter notre offre aux besoins spécifiques de ce client-là. Ça me fait plaisir que tu dises ça. Ça me fait plaisir que tu dises ça. Bon, est-ce que concrètement, par exemple, toi, tu peux nous donner un exemple où tu as fait ça et où ça a changé quelque chose? Oh, le piège. Oui, enfin, moi, depuis que j'ai fait ma formation, à chaque fois, parce que j'essaie d'abord de faire parler les autres, le client sur son besoin, savoir quel est s'il veut des petits déjeuners ou des cocktails ou des after-lunch, ou à quel moment il a besoin de mes services, de savoir si c'est quelque chose de très haut de gamme ou au contraire quelque chose de plus simple, est-ce qu'il s'adresse à des clients, est-ce qu'il s'adresse à des gens en interne, etc. Tout ça, ça m'a permis effectivement de changer mon offre. Et du coup, tu as changé ton offre? J'ai adapté. Tu as adapté ton offre, voilà. Donc c'est l'illustration qu'effectivement, on adapte quand on écoute bien. Les meilleurs... Pardon? On adapte peut-être l'offre, ok, mais le discours aussi. Les deux. Les deux. Et moi, je trouve que c'est quand on écoute vraiment ces prospects, c'est impressionnant. C'est eux qui vous donnent toutes les bonnes clés. Hein, parce que c'est forcément, pourquoi? Parce que c'est eux qui savent pourquoi ils veulent acheter. Donc si on leur pose vraiment la question sincèrement, mais pourquoi ils l'achèteraient? On trouve plein de réponses qui sont super intéressantes et qui sont différentes peut-être de celles que nous, on aurait imaginées. Donc en effet, quand on parle de vente conseil, effectivement, c'est important de se rendre compte que nous, et c'est ça qui fait qu'on n'est pas forcément à l'aise avec la posture, c'est qu'on sait qu'on a besoin de vendre. On a besoin de vendre pour développer l'entreprise, on a besoin de vendre pour partager son expertise, parce que si on a cette expertise et qu'on s'est mis à notre compte pour la mettre en œuvre, c'est parce qu'on a envie de mettre en place ce métier. Et puis pour obtenir une rémunération, mon cher Xavier, n'est-ce pas? Donc, mais ce qui est logique, on se met à son compte, c'est pour ça. Donc, du coup, c'est le fait de se dire « Ah oui, mais moi j'ai besoin de vendre », du coup, on ne se sent pas très à l'aise, on a l'impression que, du coup, on va un peu quémander, entre guillemets, quelque chose en face. Mais en fait, ce qui est essentiel de se souvenir, c'est que le client aussi, il a besoin
d'acheter. Il ne vous achète pas juste parce que vous êtes sympa et que ce que vous faites, c'est intéressant. Il achète parce que lui, il a besoin aussi de développer son activité et que ce que vous proposez l'aide à ça. Il vous achète parce qu'il a besoin, par exemple, de faire la différence avec ses concurrents, pour satisfaire ses clients ou ses collaborateurs, pour répondre à une obligation réglementaire. Bon, ça dépend bien évidemment des métiers dans lesquels vous vous situez. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et c'est vraiment important de bien l'intégrer, c'est que le client, il ne l'achète pas juste pour vous faire plaisir. Donc il n'y a pas à être gêné d'aller proposer notre offre à quelqu'un, c'est qu'en fait, on va proposer notre offre à quelqu'un qui en a besoin. C'est ce qu'on appelle le travail de ciblage, que normalement on fait avant d'aller voir nos prospects. Donc en réalité, on se trouve dans des situations où nous-mêmes, nous avons des enjeux, mais notre client aussi. Ça change tout. Donc on n'est pas le petit pousset qui vient quémander qu'on vienne lui acheter quelque chose, on est quelqu'un qui vient proposer à un client une offre dont il a besoin. Et la vente conseil consiste précisément à établir le lien entre ces deux enjeux. Ce qui n'est pas du tout la même chose que d'être en mode push pour venir argumenter à tout prix son offre. C'est effectivement pas du tout la même attitude. Et, comme vous l'avez à plusieurs reprises indiqué, ça implique de faire matcher deux parties. De faire matcher effectivement un contenu d'offre, mais aussi un enjeu et un besoin de notre prospect. La difficulté, c'est souvent que notre offre, on sait l'argumenter, hein, c'est pas un problème. Mais effectivement, on passe en mode découverte des enjeux du prospect. On pose quelques questions, hein, parce qu'on nous a bien dit que quand on est commercial, il faut poser des questions. Okay. Et puis après, on pense qu'on a compris. Et puis donc après, on commence à argumenter. Bien souvent, c'est cette partie-là qui est la partie de détection des enjeux réels de notre prospect qui est sous-estimé, sous-évalué. Et c'est bien souvent là qu'on va chercher le potentiel du business, mais que du coup, on se limite à ne pas le faire. On est surtout sur de la demande entrante. Vous avez en face de vous quelqu'un qui vient vous voir parce qu'il a tel ou tel besoin, ben vous allez avoir tendance à plutôt répondre à sa demande. Le vrai sujet, c'est que peut-être qu'en répondant à sa demande, vous ne lui rendez pas le meilleur service. En tout cas, c'est possible que oui, mais c'est possible que non. Et votre vrai job de commercial, c'est d'explorer la situation au-delà des évidences pour rendre le meilleur service à mon client. Donc, la vente conseil passe par une communication maîtrisée et efficace. On passe de parler. Alors, quand je dis parler, je parle de ma solution, je parle de mon expertise, je parle de ce que je viens proposer. Ce faisant, je suis centrée sur moi. Et encore une fois, ça peut tout à fait suffire pour vendre. Si j'ai en face de moi quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que moi. Et ça arrive. C'est pour ça qu'on vend. Donc effectivement, on va vendre, je ne sais pas, là j'ai mis genre 20% des cas. Mais le vrai sujet, c'est pas ça. Le vrai sujet du commercial, c'est pas ça. C'est de passer de parler à communiquer. C'est-à-dire la différence de la communication. Quand je parle, là je vous parle. Quand je communique avec vous, c'est quand on commence à interagir ensemble et que vous me répondez et qu'il se passe un truc entre nous. Ça change tout. Donc la communication avec le prospect va nous permettre de co-construire la solution. Et qu'en fait, la solution émerge de cet échange. Ce qui est assez différent. Et la grosse différence, c'est que ici, je vais être sur un processus qui va être efficace avec tout interlocuteur bien ciblé, bien sûr. J'aime bien dire qu'on ne crée pas un besoin, on le fait émerger, mais par contre, on peut bien le faire émerger. Donc ça, c'est le boulot du ciblage, hein, c'est-à-dire je vais voir un prospect qui potentiellement a besoin de mon offre. Et ça, la grosse différence, c'est qu'effectivement, on va pouvoir transformer chaque opportunité de vente en vente. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une vente possible, non seulement
c'est pas mon concurrent qui va vendre, mais en plus de ça, peut-être que je vais faire prendre conscience à mon client de ce que je peux lui apporter et dont il n'avait pas forcément conscience auparavant. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Parce que ça, c'est vraiment le cœur du sujet. Moi, ça m'évoque que la vente conseil, c'est pas une vente agressive. C'est une vente qui respecte l'autre et qui instaure justement cet échange et qui laisse un bon souvenir aussi dans la relation et l'envie de reprendre contact. Ouais. C'est aussi certainement, ça doit passer par du temps et beaucoup d'écoute. Ouais, j'aime bien ça, le fait que ça ne soit pas une vente agressive. Ouais. C'est limite le client qui achète. Ah, merci. Mais c'est exactement ça. En fait, les techniques de vente les plus efficaces sont celles qui permettent de passer d'un acte de vente à un acte de faire acheter. Quand on arrive à faire ça, comme tu dis Laurent, c'est très doux et surtout c'est beaucoup plus efficace. Mais vraiment beaucoup plus. Donc en fait, le corollaire de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas en argumentant qu'on vend le mieux. C'est en rendant l'autre acheteur de notre solution. Ah, c'est pas du tout pareil. Hein. C'est-à-dire que pour rendre l'autre acheteur de notre solution, puisqu'il ne faut pas argumenter, à votre avis, on va faire quoi? C'est-à-dire qu'il va falloir effectivement le faire parler. Mais la question après, c'est OK, de quoi, comment, avec quelle stratégie? Mais le vrai sujet, c'est celui-là. Et le vrai sujet du commercial qui n'est pas agressif et qui est dans l'accompagnement de son client en mode de vente conseil, c'est en effet non pas d'arriver à tout prix à argumenter son offre, mais de faire en sorte d'avoir en face de lui quelqu'un qui a envie de l'acheter. Et c'est là où on attaque les techniques qui commencent à être un peu sympathiques et un peu intéressantes. Donc, de toute façon, la vente, c'est de la communication. Plus ça va et plus je dis que je fais de la formation à la vente, mais en fait, je fais de la formation à la communication efficace. Je crois que plus ça va et plus ce terme me paraît plus approprié. Communication efficace. Pourquoi? Parce qu'on a une communication avec un objectif, qui est effectivement de vendre. C'est clair, c'est assumé. Mais pourquoi? Parce que la communication, ça passe, vous connaissez ça, hein, verbal, paraverbal, non-verbal, vous avez déjà vu. Ce qui est important là-dedans, c'est ça, la maîtrise qu'on en a, la conscience qu'on en a. Sur le verbal, on a une grande conscience. Bon, pourtant, l'impact n'est pas énorme. Et ce qui est sûr, c'est que sur le non-verbal, on a une faible conscience. Bon, mis à part, comme tu disais, de savoir qu'est-ce qu'on met comme chaussures pour faire une bonne influence sur notre interlocuteur, ça, effectivement, on a conscience souvent du côté habillement, hein, qui fait partie du non-verbal. Mais après, qu'est-ce qu'il y a dans le non-verbal? La gestuelle. Ouais. Le regard. Ouais, l'attitude, plutôt en avance, plutôt en retrait. La façon de marcher. Donc, alors ça, c'est le paraverbal, qui est effectivement très important également. Donc en tout cas, bien souvent, on travaille énormément notre discours. On passe beaucoup de temps à préparer le discours. Et bien souvent, on néglige le non-verbal. Bien souvent. Et c'est une grosse erreur, parce que ce non-verbal, quand on va parler de créer un climat de confiance, ce non-verbal va avoir une importance vraiment essentielle pour créer ce climat de confiance, pour mettre en place ce climat de confiance. Et c'est un des facteurs principaux, hein, qui fait que la personne, elle vous achète. Enfin, si vous n'avez pas confiance dans la personne qui est en face de vous, vous n'achèterez pas. Même si le produit vous paraît super, vous n'achèterez pas. Donc vous vous rendez bien compte à quel point cette notion de climat de confiance, elle est essentielle. Donc en effet, la communication, c'est un vrai sujet. On communique tous, on n'apprend jamais à communiquer. Vous savez, c'est Jacques Salomé, qui est donc spécialiste de la communication, qui dit « Je ne comprends pas qu'on n'enseigne pas ça à l'école ». Mais je suis tellement d'accord. On nous apprend plein de trucs à l'école dont on ne se sert jamais. La communication, c'est non-stop tout le temps dans notre vie.
On nous apprend jamais à communiquer. Donc ça vaut le coup de passer un petit peu de temps et de prendre du recul sur ce savoir-faire qui nous paraît inné, intuitif, mais sur lequel on peut faire de gros progrès et qui va avoir une grande incidence sur les résultats qu'on va obtenir quand on sera en rendez-vous commercial, entre autres. Et ensuite, si on reste sur la communication, c'est un message qui passe entre un émetteur et un récepteur. Et la difficulté, c'est que entre ce que je veux dire et ce que la personne retient, il se passe quand même beaucoup de déperdition. Et cette déperdition, elle est liée au fait que, déjà moi, entre ce que je veux dire et ce que j'arrive à dire, il y a de la déperdition. Ensuite, il y a un codage. C'est-à-dire, j'utilise des mots qui me parlent dans mon environnement, par rapport à mon contexte, par rapport à ma culture, par rapport à l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui, par rapport au fait que je suis un homme ou une femme. Il y a plein. C'est un millefeuille de codage. Le message, du coup, il est là, mais de l'autre côté, il y a le même millefeuille. Qui, bien sûr, enfin non, pas le même. Justement, si c'était le même, ça serait trop simple. Mais ce n'est pas du tout le même. Là, il est à la vanille, ici, il est à la fraise. Ah, ça change tout. Et donc, le récepteur, effectivement, il ne va pas forcément percevoir la même chose que ce que moi je veux dire. Tiens, on va faire une petite expérience. Je vous laisse réfléchir à chacun une réponse. Allez, je vais vous faire 3 petites questions. Il fait chaud. Quelle température fait-il? Dites-vous une température dans votre tête. OK. Deuxième sujet. Ce magasin est trop loin. Je ne peux pas y aller à pied. Quelle distance? Troisième, elle a des conversations interminables au téléphone. Combien de temps? Alors, il fait chaud. Combien? Combien de degrés? 25. Dehors ou dedans? Il fait chaud. Combien? Ah, vous êtes modéré. On est entre 22 et 30 quand même, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. OK. Ensuite, le magasin est trop loin pour y aller à pied. Combien de temps? Combien? 5 km. 5, 4, 2, 10. À quelle vitesse on marche? Donc en fait, entre 2 et les maxi, c'est 2, 10. Ça va, c'est encore raisonnable. C'est quand même 5 fois plus. 5 fois plus. Donc vous voyez, quand je ne suis pas précis au niveau du message que j'émets, je prends le risque que l'interprétation faite en face ne soit pas celle à laquelle je m'attends. Ça, c'est valable tout le temps. C'est valable tout le temps. C'est pas que de la vente, c'est pour ça c'est communication efficace, quoi. C'est tous les jours, tous les jours, quand on communique avec les gens, et c'est bien ça souvent les sources de conflits que font les médiateurs. Les médiateurs font exprimer l'un et l'autre pour se rendre compte qu'en fait on croyait qu'on était comme ça, finalement on est beaucoup plus comme ça que ce qu'on croyait, mais on ne se le disait pas. Donc c'est le problème. Pareil dans un couple. Hein. Mais oui, mais c'est pareil pour tout. Le troisième, c'était quoi? Ah oui, les conversations interminables. Combien de temps les conversations? 1 heure. 30 minutes. T'as dit quoi, Jean-Sébastien? Oui, je suis plutôt sur la demi-heure, mais... Ah, on a une demi-heure, 1 heure. Bon, ça va, c'est raisonnable. Des fois, j'ai 10 minutes. Des fois, j'ai 3 heures. Donc, c'est pour vous montrer, vous voyez, sur des choses aussi basiques que ça, vous vous rendez compte à quel point il y a déjà du décalage. Donc, imaginez, quand vous êtes en train de parler de votre offre, pour peu que vous utilisiez un petit coup de jargon, là, parce que quand on est expert, c'est un peu un truc qui peut arriver. Ah ben là, cette fois, on a juste perdu les gens, quoi. Donc, en réalité, la communication n'est pas un exercice simple, n'est pas un exercice trivial, et c'est fondamental de passer du temps à travailler sa communication. Et une des clés majeures pour justement éviter toutes ces déperditions et toutes ces interprétations, c'est le feedback. Donc le feedback, il faut qu'il intervienne des deux côtés, c'est-à-dire qu'il intervient quand je suis émetteur, ok, quand je vous dis ça, qu'est-ce que vous avez compris? Ça, et puis il faut qu'il intervienne aussi côté récepteur. Ok, vous me dites ça, pour moi ça veut dire ça, est-ce que c'est bien ce que vous vouliez dire? Et ça doit devenir un espèce de réflexe, un gimmick, quoi. Commercial, il doit vraiment avoir ce réflexe tout le temps, de tout reformuler, de tout revérifier, de vérifier que ce qu'il a compris, c'est ce que la personne voulait dire, et que ce que lui, il a voulu dire, c'est bien ce que la personne a compris aussi. Et malgré ça, il y a quand même des décalages.
faut pas rêver, parce que les millefeuilles sont trop épais des deux côtés. Mais au moins, on limite le risque de déperdition, en particulier sur les messages les plus importants. Donc la communication, c'est fondamental. Bon, ça, je pense qu'on fera une autre fois. Juste ça. Tout à l'heure, je vous disais que le but, c'est effectivement, quand on est en rendez-vous, c'est de faire augmenter la motivation de notre prospect à acheter. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, bah si, regardez, vous devriez acheter ça. C'est-à-dire, on argumente, quoi. Regardez, c'est super bien pour vous, mais regardez, là, je vois ça. Alors là, pour vous, c'est vraiment bien, hein, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Donc, en fait, on argumente. Et on espère que grâce à ça, on va réussir à faire monter son niveau de motivation à acheter. Sauf que ça marche beaucoup moins bien que de se débrouiller pour rendre la personne acheteuse, comme vous disiez tout à l'heure, et faire en sorte qu'elle ait envie d'acheter. Mais à ce moment-là, il faut que j'agisse, non pas sur sa motivation à acheter, mais sur son niveau d'attente par rapport à ma solution. Et ça, c'est toute l'astuce qui consiste effectivement à faire monter le niveau d'attente de mon prospect. Pour une fois que son niveau d'attente est élevé, quand j'ai un niveau d'attente élevé, je cherche une solution. Hein. Donc le vrai sujet, ce n'est pas tant d'argumenter la solution que de faire prendre conscience du niveau d'attente. Et c'est beaucoup plus doux, mais c'est plus technique. Et ce n'est pas en argumentant, c'est en questionnant qu'on arrive à faire ça. Donc, si je résume, pour vous laisser le temps de parler ensuite, la vente conseil, c'est effectivement le combo entre votre expertise, qui est ce que vous vendez, en effet, le contenu de votre offre, un peu comme votre produit, en quelque sorte. Plus, il faut rajouter des techniques de communication, dont on vient de voir qu'elles sont assez fondamentales, et bien sûr des techniques de vente pour arriver à amener la personne là où on a besoin qu'elle soit pour avoir envie d'acheter notre service. Donc on passe d'une notion d'expertise, où on va chercher à démontrer son expertise en parlant des caractéristiques de notre produit, de notre service, de ce qu'on sait faire, à une notion de conseil où on va démontrer l'expertise, mais en aidant l'interlocuteur à réfléchir sur ses propres enjeux. En fait, on accompagne notre interlocuteur. Hop là, oula! Où est-ce que je suis? Voilà. Bon, ben, du coup, il m'a fait... Bon, je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas très grave. Donc, en fait, on a cette notion. On a trois pôles essentiels. Hein. L'idée, c'est... Alors, on me dit souvent, oui, souvent, on parle. Quand on est commercial, on arrive bien à l'aise, on parle. Donc, le sujet du commercial, c'est beaucoup moins de parler que de faire parler. Pour faire parler, il ne faut pas avoir peur du silence, comme tu as dit, Laurence. Le silence, c'est magique. Mais il faut le maîtriser. Par contre, si vous le maîtrisez, c'est magique. Ensuite, il faut écouter. Ben oui, c'est un peu la moindre des choses. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'au-delà d'écouter, il faut comprendre. Pour comprendre, il faut vraiment interagir avec l'autre, comprendre et faire prendre conscience pour que... Ah oui, c'est qu'on ait pu passer en mode... Ah ouais. Excusez-moi, hein, j'ai mis le temps de comprendre ce qui se passe. Ah, voilà. Voilà. Donc, parler, écouter. Et puis le troisième grand piège qui nous guette, c'est effectivement l'interprétation. Et alors là, il faut vraiment faire un petit focus par rapport à la posture d'expert, parce qu'en fait, plus on est expert, plus on a tendance à interpréter. Parce qu'on croit qu'on a compris. Ah oui, ça nous fait penser à une situation qu'on a déjà vue, et donc on a tendance à très très vite faire des raccourcis quand on est expert. Et souvent, quand on découvre un métier, on est plutôt meilleur que quand on le fait depuis des années et des années. Parce que quand on découvre un métier, on sait qu'il faut aller un peu à la pêche, on est vigilant, on est attentif. Quand c'est un métier qu'on fait depuis des années, on a le gros risque d'assimiler ce qu'on est en train de voir à des situations qu'on a déjà vécues, consciemment ou inconsciemment. Et c'est à ce moment-là que ça commence à se corser un petit peu. Donc le vrai sujet, c'est vraiment de ne pas interpréter.
Donc ça, on a parlé des techniques de com. Et puis alors maintenant, forcément, je ne peux pas résister à vous parler des techniques de vente. Vous imaginez bien. Et donc les techniques de vente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis dans un entretien, mon entretien se construit comme une pyramide. Mon objectif, c'est de vendre ou faire un pas de plus vers la vente. Mais ça se construit. Et donc la première étape de mon rendez-vous, ça va être, comme vous l'avez dit, vous avez parlé du bris de glace. Donc le but, c'est de prendre le lead, c'est d'instaurer un climat de confiance. C'est que la personne perçoive tout de suite la valeur ajoutée qu'on représente pour elle. Une fois qu'on a bien fait ça, à ce moment-là, on peut se permettre de passer en phase de découverte où on va chercher à détecter le potentiel de business. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste faire parler la personne sur son besoin. On va aller bien au-delà de ça. On va aller chercher le potentiel, on va lui faire prendre conscience de pourquoi elle a besoin de nous, et c'est après qu'on va pouvoir argumenter, et seulement après, en démonstration, non pas en parlant de l'offre, mais en démontrant en quoi et pourquoi cette offre répond vraiment à ses enjeux. Et ensuite, on peut conclure. C'est une conclusion, du coup, qui va être beaucoup plus soft et beaucoup plus facile. Mais le cœur du réacteur, c'est là qu'il est. Pas du tout dans l'argumentation. C'est là que ça se passe. C'est dans la phase de découverte et qui est souvent un petit peu, on va dire, négligée dans les entretiens commerciaux. Voilà, par rapport à ça, on rajoute des techniques de com, de comportement. Négociation, on doit organiser et piloter son développement commercial. Donc en fait, c'est là qu'on voit que développer son activité, c'est un ensemble de compétences. Et encore bien sûr, moi je suis que sur la partie commerciale, vous savez bien qu'il y en a d'autres. Mais sur la partie commerciale, c'est un ensemble de compétences qu'on met au service de notre prospect. Est-ce que vous avez des remarques, des réactions par rapport à ça? J'ai une petite astuce sur ce qu'on appelle chez la com le FTG, c'est-à-dire pour le blanc, le fameux blanc qui lui fait peur. J'avais beaucoup tendance avant à le combler en permanence, et du coup ce que j'ai fait, c'est la prise de notes. Et le fait d'être en découverte avec mon client, de le questionner beaucoup, mais de prendre des notes, permet moi d'être concentré sur ma prise de notes. Et en fait, pendant que je suis en train de noter, donc il y a un blanc, et ça relance une pièce sans rien faire avec, avec mon prospect. Et alors que si j'avais regardé dans les yeux comme ça, moi par rapport à mon fonctionnement naturel, j'aurais tendance à relancer, à reposer plein de questions. Donc, moi, ça me tempère et lui, ça lui laisse toute la place. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, juste en étant vigilant de rester l'esprit concentré sur ce que la personne est en train de dire et non pas sur ce que tu es en train d'écrire. Sinon, tu perds un peu le bénéfice du truc. Mais c'est une technique. Il faut la tester. Ouais. Je n'ai pas compris l'expression prendre le lead au niveau de la présentation. Prendre le lead du rendez-vous. C'est-à-dire que c'est toi qui prends la main. C'est-à-dire que c'est pas si on veut, tout ça, ça sert à mettre toutes les chances de notre côté pour arriver à conclure à la fin dans le sens où nous on veut aller. Eh bien, plus je vais dès le départ prendre la main, c'est-à-dire que mon client il se sent pris par la main, il se sent emmené. Et à partir du moment où il se sent emmené dès les premières minutes de l'entretien, je vais avoir beaucoup plus de facilité à l'emmener vers mon haut de pyramide. C'est ça que ça veut dire. Et souvent, on se laisse un peu mener. C'est le client qui arrive, qui dit bah voilà, ok, je vous accorde 10 minutes, allez-y, parlez-moi de votre produit, et alors c'est parti. Et c'est association de malfaiteurs parce que nous, on veut argumenter, on veut parler de notre offre, et le client, il nous demande de le faire. Donc on se dit bah super, on fait ce qu'il nous demande. Mais sauf qu'en fait, ça ne nous rend pas service du tout, et ça ne lui rend pas service à lui non plus. Donc c'est à nous de prendre le lead, c'est à nous de prendre la main, c'est à nous de mener l'entretien.